Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce matin. Allons tout de suite en kiosque avec le quotidien La Nouvelle Expression qui parle du repli identitaire. À Tangadi se met à dos le mouvement 10 millions de nordistes. Le ministre de l'administration territoriale a interdit le mouvement qui défend les intérêts des ressortissants du septentrion. Toujours dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression, Assemblée nationale, c'est le dossier qui interpelle les députés. Entre la session de juin et celle en cours, des problèmes qui commandent que les représentants du peuple s'émeuvent se sont amoncelés. Il y a la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché, de même que le code sur la nationalité. Le journal parle aussi de l'affaire Stéphanie Ndjomo, ONG dénonce. Mandela Center International a publié une note d'information sur la situation de cette dame arrêtée après son passage à Equinox Télévision. Selon toutes les informations, donc, elle a été libérée. Le journal parle aussi de l'allaitement maternel, la question qui divise les filles. Les filles mères n'arrêtent pas de faire des discussions autour de ce sujet, malgré ce qui se dit du bienfait du lait maternel. Puis le journal, en sa page internationale, parle de Joe Biden qui va s'intéresser à l'Afrique. Et le journal d'indiquer qu'il s'agira de marquer un intérêt poussé pour l'Afrique et surtout renforcer la coopération avec les pays africains. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien La Nouvelle Expression. Toujours en kiosque ce matin, on a le quotidien Le Jour qui met en sa une Equinox TV réaffirme son professionnalisme, certainement indiquant ici avec la libération, on pourrait dire le dénouement de l'affaire Stéphanie Ndjomo qui avait été interpellée pour propagation de propos mensongers et défaut de carte d'identité. Elle est donc libre, écrit le journal. Le journal parle aussi du mouvement, le mouvement 10 millions de nordistes interdits. Cela fait suite à un arrêté du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui selon lui, ce mouvement 10 millions de nordistes met à mal la cohésion entre les différentes communautés vivant au Cameroun. Le quotidien Mutation met en sa une désarmement et réintégration coûte que fait. Déjà 800 ex-combattants accueillis dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest et de l'extrême nord. Le comité coordonné par Fayengo Francis, après 2 ans, le 30 aura 2 ans, donc le 30 novembre prochain, certainement le temps de faire le bilan de ses activités. Le journal Émergence met en sa une guerre politique dans le Grand Nord. À Tangadi interdit le mouvement 10 millions de nordistes. Le ministre de l'administration territoriale qui a signé un arrêté interdisant ce mouvement, dit-il, met en péril l'intégration nationale et la cohésion sociale au Cameroun. Le journal Diapason met en sa une stratégie nationale de développement 2020-2030, le poids des inquiétudes selon le gouvernement. Cette présente stratégie se veut un nouveau cadre de référence dans l'action de développement du Cameroun pour la prochaine décennie avec une projection de croissance de 8%, écrit le journal. Cependant, les arguments et contre-arguments des acteurs de l'économie donnent matière à réflexion sur l'efficacité de cette vision. Le président du JICAM, Célestin Taramba, les professeurs Tafak Namfoso et Viviane Ondouabiwole, l'expert Babik Sakana, ainsi que le ministre des Finances n'ont pas leur langue dans la poche, écrit le journal. Le journal Le Soir met en sa une à Tangandi prescrit plus de mesures de sécurité au gouverneur durant les régionales et les fêtes de fin d'année. Voilà pour ce qui est donc du journal Le Soir. Le quotidien Cameroun Tribune parle de dispositifs sécuritaires tous en éveil sur instruction du président de la République, chef des forces armées, ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Joseph Betiassomo a présidé hier une réunion d'évaluation en vue de rôder la machine dans la perspective d'un encadrement adéquat des élections régionales et d'un déroulement serein des fêtes de fin d'année. Le journal Repère met en sa une transition politique très anglophone monnaie, les hypothèques de l'émergence pour ce journal qui vous invite à le lire de la page 8 à la page 9. C'est la transition politique, la crise anglophone et la monnaie sont autant d'éléments qui compromettent évidemment
l'émergence du Cameroun. En 2035, régional et fête de fin d'année, la sécurité mobilise le MINAD, le CED et la délégation générale à la sûreté nationale. Le quotidien Le Messager met en sa une peur au sommet de l'État, 10 millions de nordistes décapités. Pour Paul Atangandi, ce mouvement s'illustre par des publications portant gravement atteinte à l'unité nationale et la coexistence pacifique entre les différentes communautés nationales. Port autonome de Douala, le journal parle de la lumière sur les nouveaux tarifs. L'autorité portière a donc écrit au messager. Détention arbitraire aussi par le journal. L'affaire Paul Tchouta à l'ONU et la mortalité néonatale, près de 150 000 prématurés au Cameroun. Voilà ce qu'on peut retenir de quelques journaux parus ce matin et parvenus à notre rédaction. Place à présent avec nos invités sur le plateau, évidemment ceux du jeudi. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chouniat, vous me donnez la parole en premier pour me donner l'occasion d'adresser mes félicitations à Guillaume Fondant. Je l'ai dit lundi, qui vient de mettre sur le marché son numéro 1 de son... Tu n'as pas envoyé à la revue de presse? Il a envoyé, c'est arrivé en retard malheureusement. En retard? C'est arrivé en retard, ça n'avait pas été pris en charge par la régie, mais nous l'avons vu, nous l'avons dégusté. C'est un journal de bonne facture, nous lui souhaitons beaucoup de chance. Mais moi, en tant que spécialiste de la presse écrite, parce que c'est dans ça que j'ai fait, je vais lui dire que la presse écrite, c'est pas comme la télé. C'est pas comme la télé, c'est beaucoup plus difficile, que la route est longue. La route est très très longue, beaucoup de courage qui y avait Fongan, et énormément de pugnacité aussi. Je sais que vous en avez, mais je vous assure que ça va pas être facile, surtout que la presse peut-être papier ne se vend pas beaucoup. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, l'actualité qui m'a marqué, c'est cette déclaration très forte de M. Enoch Tefera, ambassadeur de l'Éthiopie en France, qui a pris la parole et qui a martelé de manière forte à l'adresse des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne. Grande puissance. Grande puissance, à qui il a dit que face à des sécessionnistes qui brûlent le pays, qui tuent des militaires, qui tuent des civils, qui tuent des enfants, il n'y a pas de négociation. Parce qu'il ne faut pas que ces pays-là demandent aux autres de faire ce qu'eux, ils n'ont pas fait. Et bien entendu, pour bien argumenter, il leur a donné l'exemple de la France qui n'a jamais négocié avec les sécessionnistes, ni l'Angleterre, ni les États-Unis. Avec donc, la Corse, par exemple, les Corses? Avec la Corse. Non, ils n'ont pas négocié. France. Ils ont fait parler la force militaire. Donc, M. Tefera a dit ce qu'il pense, et il a dit que pour ce qui concerne l'actuelle situation dans le Tigré, que les forces armées d'Éthiopie vont traquer les sécessionnistes et vont les détruire, ils vont faire prévaloir la force militaire. C'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Surtout qu'il a dit qu'il ne faut pas que, comme lui fasse croire que les commentaires de la communauté internationale vont lui boire, parce que ces pays-là, ces grandes puissances, quand elles réagissent, elles ne tiennent pas l'avis de la communauté. Donc moi je pense que c'est quelque chose de fort. L'Éthiopie parle au Cameroun. L'Éthiopie parle au Cameroun, l'Éthiopie parle à tous ces pays qui parfois pensent qu'ils peuvent avoir des problèmes de conscience par rapport à ce qu'on appelle la communauté internationale, qui elle ne fait très peu cas de ce genre de considération quand l'un de leurs pays est confronté à des actes de terrorisme. Guillaume Fonga, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes avec le nouveau-né. Oui, bonjour Jean-Paul. Et déjà, je tenais à avoir une pensée pour tous les Camerounais qui ont très bien accueilli la première parution de Politics dans les kiosques. Vous voyez que Benjamin de la presse. Voilà, donc il est difficile de résister à la tentation de dire que c'est la saleté qui m'a marqué, parce que j'ai été heureux et séduit par l'enthousiasme et l'engouement avec lequel les citoyens camerounais ont accueilli ce nouveau-né dans les kiosques. C'est déjà quoi la une? Et c'est Politics. On a décidé avec les éditoriales que j'ai rédigées de commencer par appeler les Camerounais à s'indigner tous et collectivement pour donner le ton et la tonalité qu'aura globalement les autres parutions. Une manière pour nous de dire que c'est une sorte une sonnerie de clairon que nous faisons. C'est un point de départ pour une véritable réflexion politique dans notre environnement, pour une sorte d'écologie de l'action qu'on souhaite mettre en avant. Et j'ai bien pris en question, il y a très très longtemps, les réserves que le doyen, que tout le monde nous envie, essayait d'émettre pour dire que on est en train de vraiment construire une véritable ingénierie éditoriale, et ces réalités-là, on les connaît véritablement, pour dire que l'impossible recule quand on vient vers lui. Et la seule chose qu'on ne réussit pas dans la vie est celle qu'on n'a pas essayé.
Donc à la vérité, ces réalités, on les connaît, on les a intégrées dans l'analyse stratégique de l'environnement et on est heureux de pouvoir contribuer à augmenter la masse critique des Camerounais et à produire une œuvre éditoriale qui sortira des sentiers battus parce que derrière, il y a une véritable ingénierie éditoriale. Merci Guy Hervé Fonga, surtout bon courage et bon vent. Camille Nélé, certainement c'est une information que les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes attendaient ce matin. Vous vous rappelez très bien de l'affaire Stéphanie Djomo, après son passage sur Equinox Télévision, avait été accusée d'avoir tenu des propos mensongers et défaut de carte d'identité. À ce fait, elle avait été conduite dans une unité de police pour être entendue, ensuite transférée au tribunal militaire et puis écrouée ou alors mise sous mandat de dépôt à la prison de Newbel. Elle est désormais libre. Quelle lecture faites-vous de cette information? On a envie de se demander que s'est-il passé? Ben, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Comme tous les Camerounais, j'ai constaté l'interview ou l'émission qu'a animé cette dame. J'ai constaté la levée de bouclier qui s'en est suivie. J'ai constaté la réaction du tribunal militaire et des magistrats militaires. Et j'ai constaté aussi qu'elle s'est retrouvée interpellée et écrouée à la prison centrale de Newbel. Bon, il y a des personnes certainement qui sont beaucoup mieux qualifiées que moi pour dire ce qu'il y a dans le fond du dossier, que je n'ai pas lu. Sinon. Mais ce que je constate, c'est que jusqu'à hier, son cas était le centre de la préoccupation de beaucoup de personnes. Bon, mais hier soir, il a été, aux dernières nouvelles, libéré. Libéré comment? Est-ce une liberté provisoire? Est-ce une liberté définitive? Est-ce que le dossier est-il définitivement fermé? On ne sait pas encore, mais on peut se réjouir que, bon, après quelques jours passés à la prison centrale de Newbel, elle a recouvré la liberté. On attendra, on verra la suite. Maintenant, il faudrait que les uns et les autres, surtout les journalistes, enquêtent pour essayer de comprendre non seulement le fondement de toute cette histoire, mais aussi les tenants et les aboutissants et de son récit et des conséquences judiciaires. Guy Hervé Fongan, Stéphanie Djomo accusée, elle est libre. Comment comprendre que à la suite de ces accusations, il y avait eu cette sortie du ministre de la Communication qui avait été d'ailleurs très formelle dans ses propos et ça avait valu d'ailleurs une mise en demeure à Equinox Télévision quelques jours après elle soit libre. Est-ce que finalement les propos dont on attribue à Stéphanie Djomo n'ont pas tout simplement été démontés? Disons que cette affaire peut se résumer en deux choses, en deux mots: frilosité de la part du gouvernement et professionnalisme de la part d'Equinox. Parce que ça n'est pas l'air comme un cheveu dans la soupe. Pour ceux qui suivaient cette affaire peut-être pour la première fois ou qui ont perdu le fil des idées, il faut peut-être resituer le contexte parce qu'à la vérité, c'est aussi pour ça qu'on est là. Pour dire que c'est un programme télé qui intervient après le drame des enfants abattus à combat. Et donc, une émission consacrée aux femmes. Il y a donc des mamans qui viennent sur le plateau. Parmi ces mamans, il y a une qui raconte qu'elle a perdu ses enfants dans la crise anglophone et qu'elle a vécu des choses douloureuses à Kouma. On a accusé Equinox de l'avoir acheté. Voilà. Donc, elle raconte ce qu'elle a vécu et on accuse Equinox de l'avoir payé pour qu'elle vienne parler, pour qu'elle vienne diaboliser, disons les mots comme elle diaboliser le gouvernement. Le gouvernement et l'armée camerounaise. Donc, voilà à peu près ce qui s'est passé. Une semaine après, Equinox revient à la charge en faisant un grand reportage dans la famille d'enfants avec d'autres personnes extérieures qui attestent les propos de la dame qui disait qu'elle a perdu les enfants dans le cas de la crise anglophone. Et donc il y a un levé de bouclier contre Equinox, le ministre de la Communication qui monte au créneau, qui rédige une mise en demeure et qui va plus loin en demandant que l'émission soit complètement annulée, suspendue d'antenne. Et la dame est interpellée parce que le chef d'accusation principal qui fait un véritable ramadan, propagation de fausses nouvelles et défaut de carte nationale d'identité. Et un des non-dits qu'on estime qu'elle a été instrumentalisée par Equinox pour raconter des histoires. Sauf que patatras, quelques jours plus tard, elle sort de prison. Et ce matin, magistralement, le jour où nous sort une, Equinox je crois qu'ils réaffirment son professionnalisme. Eh bien, on a des raisons de croire qu'il y a un clair-obscur pour toute cette affaire, que manifestement les choses ne sont pas passées
telles que elles ont été présentées. Et vu qu'elle est libérée, ça sous-entend évidemment ce que ça veut sous-entendre. Donc les hommes, ceux qui sont normalement constitués, peuvent tirer les propres conclusions qu'en réalité, forcément, il s'agissait de toute cette affaire d'une sorte de cabale contre Equinox qui n'avait pas de raison d'être, puisqu'au finish, après le grand reportage, finalement la dame a été libérée. Ça veut dire que on a inutilement interpellé et accusé Equinox. Tout porte à croire que la dame a véritablement raconté une partie de l'histoire qu'elle a vécue. La preuve, elle est... Donc, moi, je vous demandais. Donc, je vous demandais d'être un peu circonspect. Je suis d'accord. Elle a été libérée, mais à l'épreuve des faits, tout porte à croire que cette cabale contre Equinox était un peu tirée par les cheveux. Camille Nélé, est-ce que pour une affaire aussi grave, propagation de fausses nouvelles sur l'armée camerounaise et diabolisation du gouvernement, est-ce qu'il est possible qu'on vous interpelle, on vous traîne au tribunal militaire, on vous place sous mandat de dépôt à la prison centrale de Newbel et quelques jours après, on vous libère en disant peut-être, même si après la procédure va suivre, est-ce que c'est possible qu'on vous donne une liberté provisoire avec des propos aussi graves? C'est pour cela que moi j'ai interpellé la circonspection. Je dis qu'elle a été libérée hier, personne n'a vu le dossier, personne ne sait pourquoi elle a été libérée, personne ne sait si c'est une... Surtout que le ministre de la Communication a précisé que des enquêtes ont été menées par des services spécialisés. Mais des enquêtes continuent d'être menées. Moi, je dis ceci. Il faut être prudent. Elle est libérée. C'est une très bonne chose. Ça réjouit certainement toutes ces personnes qui s'étaient émues de son drame. Il y a beaucoup de gens, il y a même des langues qui ont dit qu'elle n'a pas été instrumentalisée par Equinox, mais qu'elle aurait été payée par une ONG, payée à 50 000 francs pour venir. Et même pas un parti politique? Non. Aussi, non, ça a été dit. Ça a été dit aussi. Il y a des tas de versions ça a été dit aussi. Mais moi, je dis aujourd'hui, elle est libre. C'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas bon. Maintenant, il faudrait qu'on cherche à savoir dans quelles conditions, dans quel contexte, et maintenant, si l'affaire continue ou si elle s'arrête là net. Moi, je pense que c'est ça le plus important et c'est ça qui doit être porté à la connaissance des spectateurs. Le reste, s'il y a une suite, eh bien, ceux qui vont se poser des questions et ceux qui vont descendre sur le terrain, ceux qui vont rencontrer le juge d'instruction pourront dire, voici, elle a été libérée, mais elle a été libérée. Est-ce que ce n'est pas le moment pour le gouvernement, puisque le ministre de la Communication avait communiqué dessus, est-ce que ce n'est pas le moment aussi pour le porte-parole du gouvernement d'apporter tous ces éclaircies au lieu que... il faut encore aller voir le juge d'instruction. Le porte-parole, la mission du porte-parole du gouvernement, c'est pas de courir après la procédure et de réagir comme un ressort chaque fois qu'il y a quelque chose. Pourtant, il l'a fait la première fois. Moi, je pense qu'en le faisant la première fois, il a été question de cette frilosité dont a parlé Guillermo Fongan. Il a été frileux, le ministre de la Communication. Il a estimé que les faits qu'il a entendu à la télévision avait un caractère tellement grave qu'il fallait qu'il réagisse. Moi, je pense qu'il était dans son rôle. Bon, c'est pas une mise en demeure à Equinox. La mise en demeure à Equinox aussi, moi, je dis qu'il faut être aussi circonspect parce que avec ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux, vous savez, Equinox se gêne un peu. Equinox est un peu victime de son succès. Il faudrait aussi que Equinox lui-même garde la tête froide par rapport à son succès. Hein? Mais toujours est-il que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus Equinox qui est sur le devant de la scène, c'est cette dame. Ce n'est pas Equinox qui a été envoyé en prison, c'est la dame qui a été envoyée en prison et c'est elle qui est sortie aujourd'hui. Moi, je demande aux journalistes d'aller suivre, d'aller rencontrer, d'approcher le juge d'instruction, d'approcher la dame et maintenant de savoir où en est la procédure. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Pour savoir si c'est terminé définitivement. Effectivement. C'est ça qui va éclairer les gens. Non, mais je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que au regard de ce qui se passe, il s'agit là d'une question d'honorabilité et de prestige. Tout un ministre de la Communication est monté au créneau. On a rarement vu ça, hein, c'est quasiment inédit où on décide de suspendre. Vraiment, c'est les cas, il n'y a pas beaucoup de sorties comme ça là où on a décidé de suspendre une émission. C'est très rare. Et donc, une question d'honorabilité, de prestige. Il y a beaucoup qui ont découvert cette affaire avec la sortie du ministre, qui n'étaient pas au courant, qui après ont commencé à aller fouiller, chercher pour savoir exactement de quoi il s'agit. Alors si on en arrive là, ça veut simplement dire que, en mon sens, le même ministre, puisqu'on parle quand même de diabolisation de toute une armée que nous aimons tous, que nous adorons tous, il serait également logique que le ministre refasse une autre sortie, parce que
on va pas envoyer 30 millions de Camerounais chez le juge. Refasse une autre sortie pour clarifier exactement ce qu'il en est encore. Il sera tout à son honneur. Il en sortira encore plus grandi. Donc, il faut une sortie pour clarifier, expliquer les conclusions qu'ils ont tirées de cette affaire, que de laisser les gens dans la suspicion et dans le doute. Il sortira encore plus grandi. Donc, s'il a fait une sortie pour condamner et qu'après recoupement, il a découvert autre chose, il serait logique, à mon sens, qu'il fasse. Parce que c'est trop facile de jeter comme ça en la 28 populaire, une chaîne, un média, parce que j'aime rappeler... En tout cas, Equinox en est aussi victime depuis un J'aime souvent rappeler que les Juifs qui suivaient Jésus tous les jours, le jour où on décide de crucifier, on demande de choisir entre Barabbas et Jésus, les gens qui les suivaient tous les jours ont choisi Barabbas, bien qu'ils donnaient l'impression qu'ils aimaient beaucoup Jésus. Au final, ils ont demandé qu'on crucifie Jésus et qu'on laisse Barabbas qui était un grand bandit. Donc, j'étais comme ça, la 28 populaire, un média n'est pas toujours quelque chose de très agréable. Donc, peut-être que la crédibilité... Donc, il sortira grandi si il fait une sortie pour... parce que le doyen semble demander à tous les Canadiens d'aller voir le juge. Je demande à Politique. On est 30 millions. Je demande à Politique, dans son édition de lundi prochain, de rencontrer le juge d'instruction, de rencontrer le ministre de la Communication. C'est son job. C'est à son job. Et c'est à lui, à ce moment-là, qui va s'agir. C'est lui qui s'est informer les électeurs. Il ne faut pas demander à d'autres. Politique, c'est là. Moi, je pense que c'est une bonne occasion pour son deuxième numéro 2. Oh, Camille Nélé, tout à l'heure, vous évoquez une certaine frilosité. Finalement, pourquoi, alors que le gouvernement a tous les moyens d'État pour s'assurer qu'il y a de la crédibilité, une affaire est fondée avant de se lancer dans quelconque déclaration, pourquoi finalement cette sorte d'empressement dans la gestion? On a vu, c'était le cas aussi avec Ngarbou, lorsque Equinox avait fait un reportage, il y a eu une levée de bouclier et par la fin, l'enquête qu'avait commandée le président de la République avait établi clairement que des militaires étaient impliqués dans cette affaire, Camille. Vous savez, les informations sont collectées par des hommes. Et les hommes n'ont pas toujours toute la compétence requise. Et les hommes ne font pas toujours preuve de la réactivité ou bien de la pertinence requise pour éclairer une situation. Donc, autant on peut rencontrer ce genre d'égarement au niveau des gens chargés de collecter l'information et de la transmettre à la hiérarchie, autant on peut reconnaître, il faut aussi reconnaître de la part des journalistes, parfois qui se mettent complètement le doigt dans l'œil. Ça, c'est une évidence. Relayer certaines informations et les gens ne relèvent justement pas cette façon assez particulière des mauvais journalistes. On a induit le ministre en erreur, Camille? On peut l'induire en erreur. On peut induire le ministre en erreur. Et puis moi, je peux même dire que c'est souvent arrivé. On peut se tromper aussi. Je dis, on peut induire le ministre en erreur parce que la personne qui donne l'information, si elle s'est trompée, elle va tromper le ministre. Elle va tromper forcément le jugement du ministre. Vous comprenez? Mais bon, il y a bien un vieux proverbe qui dit que l'erreur est humaine. Vous comprenez? Mais seulement, il ne faut pas s'arrêter là. C'est persévérer dans l'erreur est diabolique. Mais finalement, ça veut dire à quoi servent tous les services de contre-espionnage, d'espionnage et contre-espionnage? C'est pour ça que je dis que ces services sont animés par des hommes qui font leur job. Parfois mal, parfois bien, parfois de manière approximative, mais c'est à l'exécutif, c'est à la hiérarchie de juger maintenant de la pertinence, parce que la hiérarchie a aussi cette capacité de pouvoir recouper les informations qui viennent de la base. Et même l'observatoire des médias, qui sont tous les éléments de l'écosystème du ministre qui devraient l'enrichir chacune de ses sorties. D'ailleurs, je sais qu'il nous regarde tous les matins, donc on va faire un salut républicain. En tout cas, au ministre de la Communication. Non, on a fait un salut républicain. Bon, il y a même des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires là-bas qui avaient qualifié les journalistes de parajournalistes. On a fait un salut républicain. On a dit un salut républicain. Nous, en tout cas, on reste professionnels. Chers messieurs, on va simplement dire affaire à suivre. Si Stéphanie Njomo est définitivement libre de toute poursuite, on le saura. Si ce n'est pas le cas, l'opinion sera informée en temps réel. Parlons à présent d'un autre sujet, Camille. Ce titre à la une du quotidien La Nouvelle Expression et même Le Messager qui parle de peur au sommet de l'État. Atangadi décapite le mouvement 11 millions de nordistes. Repli identité, Atangadi se met à dos 10 millions de nordistes. Est-ce qu'on peut dire que ce mouvement qu'avait lancé Guébaï Gattama dérange aussi véritablement au regard des raisons évoquées par le ministre de l'Administration territoriale?
Ben, il faut d'abord dire que le mouvement, quand il est né, il s'est affirmé comme un mouvement de revendication, un mouvement d'interpellation, mais d'interpellation forte sur des problèmes que rencontrent uniquement les 3 régions. Bon, il est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont commencé à grincer les dents en estimant que comment est-ce que ce mouvement est seulement là pour les 3 régions uniquement et pas pour les autres régions, parce qu'il y a d'autres régions qui ont autant de problèmes, sinon plus de problèmes. Mais il faut dire on peut comprendre la qualification de repli identitaire. Oui, c'est pour cela que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, et même parmi lesquelles beaucoup de personnes de ces régions-là ont estimé que non, c'est beaucoup plus un mouvement de récupération, un mouvement de mobilisation, un mouvement politicien qui veut tout simplement jouer sur le mental des populations justement confrontées à des réalités qui sont réelles. Parce que ce que 10 millions de nordistes relèvent est vrai, mais seulement dans quelle forme ces constats doivent-ils être exploités? C'est pour cela que beaucoup de gens se sont dit que, par exemple, on l'a vu au moment de la revendication de 10 millions de nordistes sur le problème des candidats à l'ENAM. On a vu comme ce que ça suscité comme levier de bouclier, et on s'est dit que alors si ça continue, si on laisse ce mouvement continuer comme cela, et surtout quand on réalise que ce mouvement n'a même pas d'existence légale, on se dit que non, il faut peut-être arrêter les frais avant que ça ne devienne autre chose. Bon, le MINET a-t-il raison de suspendre cette association? Bon, on peut dire qu'il est dans son rôle. Puisqu'il a évoqué des raisons. C'est à lui, c'est à lui de juger de l'opportunité de laisser prospérer une association ou pas. Mais seulement, c'est à lui aussi, il a aussi le pouvoir, non seulement de laisser prospérer ou d'interdire. Même quand une association est déclarée aussi. Oui, même quand elle est déclarée, mais seulement celle-ci a déjà le défaut de ne pas être déclarée. Mais avant même d'être déclarée, elle fait déjà des vagues et elle avait tendance à prendre beaucoup d'envergure. C'est pour ça qu'il s'est dit que autant limiter les dégâts. Moi, je ne pense pas que ce soit une peur ou c'est plutôt une stratégie de prudence. De prudence, et maintenant d'amener peut-être M. Gitaï Gatama à se conformer d'abord à la loi, en commençant par légaliser son association, et maintenant mieux formaliser, à mieux expliciter le fondement de son mouvement. Est-ce que c'est un mouvement politique? Est-ce un mouvement politicien? Est-ce une association caritative? Bref, moi je pense que c'est l'occasion aujourd'hui pour M. Gitaï Gatama de revoir maintenant la structure de son mouvement et maintenant d'expliquer que voici ce que je voulais faire, voici ce que je veux faire. Moi je pense que à ce niveau-là, il est inutile de faire un procès inutile à M. Atangandji, qui est dans son rôle et qui a le pouvoir d'interdire ou d'autoriser. Guy Hervé Fongan, comment aussi comprendre cette attitude, cette sorte de tolérance qu'un mouvement soit lancé sans déclaration officielle et ni autorisation officielle, et que le mouvement lance un certain nombre d'activités et puis un matin on décide d'en mettre fin? Pourquoi cette sorte de... Je suis très heureux parce que une semaine, enfin du moins quelques jours après que j'ai rédigé cet éditorial, que j'ai titré Indignez-vous, je me rends bien compte que plus les jours avancent, plus il y a cette prise de conscience collective des Camerounais. On a une masse critique qui de plus en plus est en train de voir le jour. Et donc, c'est un autre indicateur de ce que je ne me suis pas trompé dans ce parti pris, parce que la vérité, c'était en autre manière pour nous une espèce d'écologie de l'action qu'on essaie de mettre en place. Et cette affaire, il faut la voir, elle n'est pas aussi simple qu'elle pourrait paraître. Parce que quand vous avez le récit médiatique qui est fait autour de ça par la plupart des journaux depuis ce matin, je voulais quand même observer 3 choses. La première, c'est pour dire que on ne soigne pas le palu en cassant le thermomètre. C'est ce que le ministre essaie de faire là maintenant. Et je pense que c'est contre-productif. J'ai en mémoire encore il y a quelques semaines, c'était un site de 20h de Cédric où il disait que le château d'eau, le RDPC, non, le château d'eau tourne au dos septentrion, où vous avez un ensemble de dignitaires du Nord qui étaient tous montés au créneau pour dire que depuis que Kava Yégué est à l'Assemblée, il leur a pas servi à grand chose. Donc il y avait des frustrations comme celle-là. Je crois que c'était un titre de 20h. Et puis, il y a une série de reportages, il y a une série de dessins que nous on a fait. On a bien remarqué que dans le septentrion, il y a un vrai malaise.
Et c'est ce conglomérat de malaise là que porte ce mouvement. Pour dire qu'en fait, on a été longtemps présenté comme étant le vivier électoral du RDPC, mais la vérité, on n'a jamais profité de grand-chose. Et donc, on peut estimer qu'aujourd'hui, on doit prendre nos responsabilités et on doit essayer de réclamer ce qui nous est dû. Parce qu'on ne peut pas être considéré comme le vivier électoral et quand dans les répartitions, on nous oublie. Je crois que c'est un peu l'esprit de ce mouvement-là. Et sauf que la deuxième chose à observer, c'est qu'en réalité, ce qui est dit dans le septentrion, on peut dire dans toutes les régions du Cameroun. Tu vois, c'est vrai pour l'Est, qui estime qu'ils produisent tout le bois du Cameroun. Et les enfants n'ont pas de table banc. Ils s'asseyent en même le sol, alors qu'ils produisent le bois. Vous voyez qu'il y a des frustrations comme celle-là qui peuvent jaillir. C'est vrai pour le sud. Il est difficile de partir de Kribi pour Ebolo, alors que c'est un jet de pied, il n'y a quasiment pas de route. C'est vrai pour Yaba, c'est vrai pour l'ouest. Donc il y a comme ça un ensemble d'accumulation de frustrations que les gens ont, qui peuvent être le carburant d'une véritable révolte. Or, la même manière de régler ça, c'est d'appliquer les textes simplement. Je veux dire qu'il faut que la réglementation soit appliquée de manière objective, que tous les Camerounais puissent, chacun où il est, profiter des fruits de la croissance. Parce qu'on a l'impression, qui manifestement, ça paraît vrai, qu'il y a un groupuscule de personnes qui s'est accaparé de la plupart des richesses et qui se les partagent comme ils veulent. Et donc, il est ici, le mouvement qui est porté par Guiba, c'est un mouvement qui peut se dupliquer dans toutes les régions du Cameroun, tant qu'on n'a pas équitablement redistribué les richesses. Vous voyez la lourdeur avec laquelle on a du mal à appliquer la décentralisation, qui aurait pu, depuis 1996, autonomiser les mairies, améliorer la qualité de vie des populations et peut-être réduire un peu les frustrations. Quand tout est centralisé, quand on est dans un système qui est essentiellement singularisé par une bureaucratie lourde et tatillonne, ce que j'ai souvent appelé une espèce d'aristocratie de la nonchalance, eh bien, on ne peut qu'aboutir à ce type de résultats. Il faut simplement qu'on applique rapidement, qu'on accélère le processus, que les gens aient une qualité de vie meilleure, on aura moins de frustration. On aura moins de frustration. Voilà. Moins de frustration. Camille, parmi ces problèmes que rencontre le septentrion, il y a la question des inondations, les digues qui cèdent à tout moment. On a vu régulièrement ces images défiler sur les écrans de télévision où des maisons en terre battue sont complètement détruites par les eaux. Est-ce que tout ça aussi, à un moment donné, on se dit il faut monter au créneau pour dénoncer? Il faut monter au créneau pour dénoncer, oui, pour dénoncer ce qui n'est pas fait, mais il faut aussi monter au créneau pour dire la vérité. Par exemple, les inondations que l'on observe à Kousseri depuis 2 ou 3 jours qui ont causé des dégâts extrêmement sérieux au sein de la population, il faut comprendre que c'est un problème récurrent. Un problème récurrent que l'on rencontre, pour moi qui connais très très bien cette région, vous savez, j'ai plusieurs fois été au Tchad, qui connaît la zone de Kousseri. En fait, il y a beaucoup de cours d'eau qui viennent rejoindre le Logone au niveau de la Damawa et qui, après les pluies, descendent en force au niveau du Logone et créent une inondation certaine. Et donc, pour faire face à cette situation, le gouvernement, les autorités, avaient construit des digues il y a très très longtemps. À l'extrême nord. Je parle même de Kousseri. Kousseri oui. qui est bâti sur les berges du Logone et du Chari, mais du Logone. Et ce problème avait mobilisé l'attention des services publics qui avaient construit des digues. Mais ces digues-là ont eu le temps de lâcher depuis un certain moment, ce qui fait que forcément ces populations qui vivent en bordure de l'eau et dont les constructions sont en terre, parce qu'il faut le dire, quand au moment d'une grande crue, la construction qui est en terre, immédiatement, elle s'effondre et immédiatement vous êtes dans la nature. C'est ce qui se passe actuellement au Kousseri, qui fait que là, les autorités municipales donnent l'impression d'être prises de court, alors qu'elles savent très bien qu'il y a un problème structurel. Les populations elles-mêmes savent, parce que les pouvoirs publics avaient demandé aux populations, surtout sur les zones les plus à risque, de construire soit sur pilotis, soit de prendre un certain nombre de... Est-ce que les populations ont ces moyens-là? Revenons sur cette décision de Paula Tangandji, même si vous nous avez amené sur les inondations qui secouent l'extrême nord. C'est un grand problème de l'extrême nord aussi. Vous donnez raison alors finalement à Guiba Gatama? Donnez raison à Guiba. Je dis que les récriminations de Guiba Gatama sont fondées. Ce qui donne comme récrimination, c'est les choses qui sont vraies. Mais seulement,
certainement au ministère de l'administration territoriale, on a estimé que si 10 millions de Camerounais commençaient aussi à prendre 10 millions de récriminations de leur propre région, on va se retrouver avec 5 millions de Sawa, on va se retrouver avec 3 millions de Bassa, parce que chaque groupe communautaire a ses problèmes. Sans oublier qu'à l'intérieur du groupe communautaire, chaque sous-groupe communautaire aussi a ses problèmes, ainsi de suite. Donc il faut une solution globale. C'est pour cela. Donc moi je dis que l'initiative de Guibaï Gatama, elle est louable, qui en réalité a pour fonction de mettre en exergue les difficultés que rencontrent les populations du Grand Nord. Cette initiative a sa raison d'être, mais seulement immédiatement, on peut y dire. Il y a un glissement, un glissement et certainement même un repli identitaire qui peut déboucher sur. Non, je pense qu'il faut dire avec emphase que ce repli identitaire est une véritable entorse à notre vivre ensemble. Il faut dénoncer ceux qui prennent la tribu comme un instrument de chantage. Comme un instrument de chantage. Ça ne saurait être un instrument de chantage. La solution globale, c'est vraiment qu'on applique les textes et qu'on améliore la qualité de vie. Pas de chantage, mais de pression. Chantage et pression. Chers messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. C'était un plaisir de partager cette édition avec vous. À tous nos téléspectateurs, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.